Merci, merci beaucoup. Le 28 juin 1967, à 15h30, il y a donc à peu près 50 ans, Paché soutient sa thèse de doctorat à la Sorbonne, en Amphikiné, sur les fragments de Cléante. Cette thèse est dirigée par Pierre-Maxime Schule et Pierre la soutient devant un jury composé de Jacqueline de Romilly et de Jean Pépin. Il s'agit d'une thèse doxographique, une traduction commentée des fragments de Cléante, ce second Hercule, qui fut le successeur immédiat de Zénon à la tête du portique et le précurseur de Chrysippe. Cléante est célèbre pour son amour du travail. La nuit, il puise l'eau dans les jardins, et le jour, il se consacre à la dialectique. Saint Paul, dans les Actes, mentionne qu'il est sans doute le premier païen à appeler Dieu Père. Paché donne la traduction de 10 fragments qui ne figurent pas dans le recueil de von Arnim, mais qu'il va chercher chez Paulson et Wachsmuth. Une anecdote tirée des liens dans l'histoire des animaux, où l'amitié de Zénon et Cléante est illustrée par l'amitié entre un chien et un lion. Un fragment de Télès sur l'homme d'Assos, d'autant plus libre qu'il est pauvre. Un de Valère Maxime, un de Perse, etc., etc. Et 2 épigrammes tirés de l'anthologie palatine. Il rapporte aussi quelques détails de la vie de Cléante, trouvés chez les pères de l'Église, c'est pas mal. Il commente l'hymne à Zeus, le seul texte de Cléante que Pierre-Maxime Schule avait retenu dans la Pléiade, et il tente d'offrir en réalité une vision plus complète de ce philosophe qu'on appelait à l'époque le philosophe boxeur, enfin pugile. Il semble que Cléante soit un des premiers stoïciens à avoir fait de la pauvreté une vertu et qu'il se soit imposé par sa vigueur morale. Paché insiste aussi sur l'influence d'Héraclite sur la piété religieuse de Cléante, et il fait enfin de Cléante un poète jalousé de ses pairs et qui pense, je cite, que ce sont les maîtres, les mélodies et les rythmes qui atteignent au plus près à la vérité de la contemplation des choses divines. À la même époque, donc à la fin des années 60, Paché rédige plusieurs articles de philologie grecque. On peut désormais, grâce au site, y accéder avec aisance, de même qu'à la thèse qu'on peut relier avec bonheur. Certains de ces articles portent directement sur les stoïciens et auront donc accompagné la rédaction de la thèse. On devine que Pierre aura été guidé par Pierre-Maxime Schule. Il publie notamment en 68 un compte-rendu important du livre de Goldschmidt, Le système stoïcien et l'idée de temps, dans la revue critique, et surtout un article consacré aux métaphores de la connaissance chez les anciens stoïciens, dans la revue des études grecques, et la Deixis selon Zénon et Chrysippe, dans la revue Phronésis, c'est-à-dire des revues de philologie tout à fait professionnelles. Mais pour sa qualité et sa portée, je voudrais distinguer, en y revenant, la contribution qu'il donna au volume Les Stoïciens et leur logique, qui remonte à 1978, article qui porte sur l'impératif stoïcien. Je note en premier lieu que ce texte partage 4 caractéristiques avec celui qui porte sur la Deixis, et dont j'ai fait mention. Dans un cas comme dans l'autre, il s'agit d'aller de la forme au sens, de la langue à ses conséquences pour la pensée. Deuxièmement, les 2 articles, et c'est une chose assez étonnante dans le milieu de Goldschmidt, les 2 articles prennent plutôt Chrysippe comme fil conducteur que Zénon. Troisièmement, il s'agit dans les 2 cas d'interroger la logique et la grammaire stoïcienne en la confrontant à des thèses récentes. Dans le premier cas, ce qui sépare la Deixis des stoïciens des thèses de Jacobson et de Benveniste. Dans le second, confronter la thèse stoïcienne de l'impératif aux logiques déontiques analytiques auxquelles apparemment Pierre s'était frotté. Enfin, et peut-être plus important, dans un cas comme dans l'autre, le langage est envisagé comme une prise sur le réel. Une prise directe avec la Deixis, qui dramatise le rapport de la signification et de la référence, un rapport entre effet et force dans le cas de l'impératif. Ce qui définit en effet l'impératif du point de vue sémantique, vous le savez, c'est qu'il ne se réfère pas de manière dénotative au monde, qu'il n'énonce pas un état de choses, il se contente de commander et d'exiger. Le but de l'article de Pierre, c'est mon point de vue, est absolument passionnant. Faire le lien entre une doctrine morale de l'impératif et la notion grammaticale correspondante.
c'est une citation de Pierre. Il s'agit tout bonnement d'une ébauche d'ontologie du commandement. Paché aurait bougonné les yeux plissés face à cette emphase, du genre du pavé de l'ours. Ontologie du commandement, qui est le propre de l'humain, puisqu'à la différence des autres animaux dont la conduite est livrée à l'instinct, l'humain est celui qui doit conduire sa vie. Paché commence par une analyse des mots de l'impératif chez les stoïciens, prostaxis, prostagma, prostakos. Ces termes et leurs opposés, apagoreo et ses composés, attestent d'une part la systématicité du stoïcisme, mais permettent surtout, depuis la philologie, depuis l'attention aux termes, de construire une philosophie stoïcienne du commandement qui distingue à la fois des actes de langage et des contenus et permet de proposer une typologie des commandements, des impératifs et des interdits. Cette reconstruction débouche sur deux types de questions. À qui s'adressent les ordres? D'où émanent-ils? Ces questions ne sont pas des arguties, comme nous allons le voir dans un instant, dès lors qu'elles enveloppent une interrogation des plus urgentes et qui accompagnera Pierre toute sa vie. Peut-on se commander quelque chose à soi-même? Y a-t-il des impératifs de première personne, ce que la grammaire interdit? Qu'est-ce que s'obliger à faire attention, à penser, à rêver, à lire, à regarder, à dormir? Ces articles sur les stoïciens ne se confondent pas tout à fait avec les articles de philologie et d'herméneutique que Pierre consacre dans d'autres revues à Euripide, à Sophocle, à Homère, mais ils forment avec eux un ensemble cohérent qui permettent de soutenir plusieurs thèses herméneutiques légères, à la fois que Paché fut philologue, que son rapport à la philosophie passe toujours par la philologie, et que ce rapport eut le stoïcisme grec pour lieu d'investigation. C'est aussi évidemment du rapport de Paché à la philosophie, à ses énoncés en généralité souvent coupables, à ses énonciations d'autorité excessive, qu'il faudrait ici consacrer un développement, je le réserve, comme d'ailleurs je réserve le traitement du rapport à Platon, qui culmine, geste philologique par excellence, par une traduction. Sa fréquentation de l'école de l'anthropologie grecque de Paris le mit vite en contact avec Vidal-Naquet, et on peut considérer volontiers que la présentation qu'il fit de Vidal-Naquet en 82 dans Critique, en philologue de la vigilance, entre jeunesse et tradition, je le cite, on peut donc considérer cette présentation comme un autoportrait aimanté tout entier par une seule question, je le cite, « À quel prix une pensée peut-elle être dite libre ?» Cette question, on peut l'adresser à Pierre et soutenir sans mal qu'elle lui vient de Cléante. Pourtant, cela fut rappelé il y a un instant, c'est à Baudelaire et à sa politique du premier venu que Paché consacra son premier livre. Il n'y a là aucune contradiction, si l'on veut considérer la dédicace appuyée à Goldschmidt, même si c'est le Goldschmidt de Rousseau, et l'on trouverait peu chez cet écrivain de contradiction d'ailleurs, si l'on veut se souvenir que Baudelaire, tu le rappelais, Catherine, que Baudelaire donc précisait dans ses pages consacrées au dandy, un dandy peut être un homme blasé, un homme souffrant, mais dans ce dernier cas, il souffre, comme le Lacédémonien, sous la morsure du renard. Rigoureux dans sa pose comme dans sa mise, homme d'idéal, le dandy était pris de distinction. C'est, si l'on ose dire, l'être pour lequel il y va de la distinction dans son être. Au-delà de cette continuité entre Baudelaire et le stoïcisme, je voudrais reprendre le débat en me demandant, preuve à l'appui, si un impératif stoïcien ne traverse pas l'œuvre tout entière de Paché en nouant une théorie de l'expression à son anthropologie littéraire de l'individu moderne autour d'une question stoïcienne que formula son père: quelle est la place de l'éthique dans la vie sociale? Il ne s'agit pas donc seulement de trouver chez Paché, comme c'est les écrivains qu'il nous apprend à lire, des postures stoïciennes ou des thèses de l'anthropologie stoïcienne sur les émotions et la morale, point qui est largement traité dans le Cléante, ni même l'obsédante question de ce qu'il faut faire et ne pas faire dans les circonstances de l'histoire au moyen de la distinction qu'apparemment les stoïciens utilisaient pour se sortir des mauvaises passes, voter, ne pas voter par exemple,
de la distinction du katortoma et du katékon. Je vous renvoie à une discussion de Brunswick là-dessus. Il est déjà nettement plus remarquable, me semble-t-il, de voir se dessiner chez lui une prédilection pour des figures stoïciennes, la plus impressionnante restant évidemment celle du père, dont l'article sur Charlot nous apprend qu'il était à sa manière un dandy. J'évoquerai volontiers une espèce de grande identité, Cléante, Baudelaire, le dandy, le père, Charlot, Michaud, Plume. S'il ne fallait tout de même nuancer chaque maillon, en rappelant que, pour Paché aussi, ce ne sont pas les ressemblances, mais les différences qui se ressemblent. On pourrait aussi, j'avais tenté de le faire, attribuer un certain cosmopolitisme de Paché à son stoïcisme, et bien sûr insister sur son attention à l'événement, qui est évidemment redevable elle aussi du statut de l'événement chez les stoïciens, mais pour moi, deux éléments sont plus déterminants encore. D'abord, évidemment, bien des textes de Paché l'attestent, sa conception de l'écriture comme un lieu d'exercice de soi par soi se relève proche des pratiques stoïciennes, telles que Foucault, par exemple, avec lequel il entretenait des rapports délicats, nous a appris à les relire. C'est ainsi que Paché peut reprendre à son compte la définition du journal intime dans les baromètres de l'âme comme un instrument de perfection intime. La littérature lue, écrite, enseignée, pour se perfectionner, c'est cela l'impératif stoïcien. À quoi l'on pourrait ajouter la pratique stoïcienne des exégèses moralisantes, les maîtres du portique tenant pour équivalentes dans leur méthode et dans leurs résultats, l'interprétation des peintures mythologiques et l'interprétation dialectique des représentations quotidiennes. Il reste que ces lueurs stoïciennes, aussi stimulantes soient-elles, risqueraient de n'offrir que des éclairages secondaires si elles ne nous apprenaient rien sur cette anthropologie que nous évoquions. Ce projet théorique, que Paché prend bien garde de formuler comme tel, repose en effet sur une double interrogation dont les coordonnées ont été en partie rappelées ce matin. La première concerne l'individuation de soi, du soi, par rapport aux autres, c'est-à-dire la différence de l'individu dans l'indifférence moderne des premiers venus, égaux en trois, qu'est la question politique. La seconde, l'individuation par rapport à soi, qui obsédait Paché dans les derniers temps. C'est-à-dire la différence de soi à soi dans le temps et la possibilité offerte à la conscience de se maintenir par-delà les différences qui ne cessent de m'arracher à moi. En d'autres termes, la question de Paché est bien celle de la possibilité d'être soi, au double sens souvent confondu de l'identité, être soi par rapport à l'autre qu'est l'autre, être soi par rapport à l'autre que je suis, être seul à être soi. Des concepts platoniciens, ou je dirais plutôt maintenant des concepts stoïciens platonisés, permettent d'articuler ces deux questions, le même et l'autre, la différence. Vous saisissez mieux peut-être l'enjeu de mon hypothèse maintenant, ou bien le stoïcisme, celui de Cléante, nous apprend quelque chose sur les deux grandes questions de l'anthropologie littéraire de l'individu moderne, ou bien il se réduit chez Paché à ces catégories de l'histoire des idées qu'il tentait d'évacuer, la permanence et l'usage. Cette hypothèse du stoïcisme de Paché permet, me semble-t-il, d'expliquer la radicalité de certaines de ses prises de position et de même de jeter quelques lumières sur des difficultés de l'œuvre de Paché. Et je pense qu'il aurait été très mécontent si on n'avait pas discuté et bataillé avec les difficultés que son œuvre rencontrait, puisque c'était tutto sommato la difficulté des choses mêmes. Pour les pénétrer, il faut recourir à un couple conceptuel cher au portique, et qui en fit même sans doute un des fondements de sa philosophie, l'opposition de la passivité et de l'activité. Nous tenons que c'est bien le stoïcisme de Paché qui lui permet de défendre un individualisme des plus singuliers, un individualisme de la vigilance active et des hypertrophies de la conscience, qui permet de défaire l'individualisme contemporain de son faible pour la passivité, pour l'exaltation des désirs et des indolences, pour les penchants et les résistances à la résistance de la pensée. L'individu de Paché est sommé constamment de répondre à un impératif stoïcien où être soi-même ne signifie pas indistinctement se laisser aller à soi,
mais laisser advenir à soi, en soi, ce soi auquel acquiescer dans un assentiment qui ne veut rien abandonner des prestiges de l'hégémonicon de Cléante. Pour ainsi dire, un individualisme étroitement surveillé, dont le stoïcisme nourrit et ravive la surveillance jusqu'à la fin. Par-delà sa culture anthropologique ou politique, c'est donc le stoïcisme qui anime les questions de Paché sur l'individuation dans la société et dans l'histoire. Et c'est lui qui permet de comprendre sa position sur ce qu'il faut faire dans le présent de l'action. C'est lui aussi qui sert de critère dans la compréhension des genres de vie, des styles de vie, à travers l'histoire et la littérature. Mais je me concentre pour ma part ici, et sans doute pour finir, ou je sais pas, non ? Oui, pour finir. Pour finir ? Tu vois, c'est assez habile ce dialogue-là. Sur la présence du stoïcisme, la construction des thèses sur la conscience de soi et l'identité personnelle. Je me concentre sur un point de doctrine chez Paché qui me paraît tout à fait décisif et qui réclamerait des analyses pronominales très déployées. C'est l'analyse que fait, le recours constant que fait Paché aux diathèses verbales du type se laisser X ou se faire X, s'endormir, se laisser aller, s'abandonner. Or, ces diathèses, auxquelles les stoïciens avaient consacré eux-mêmes des analyses, notamment c'est le cas de Chrysippe, posent chez Paché la conscience comme force, comme privilège d'une conscience libre, comme puissance de soi sur la passivité. Et il me semble que une des raisons des refus de Paché, de son opposition frontale à certaines thèses de Freud, viennent de là. C'est-à-dire l'idée que dans le rapport à la passivité, pardonnez-moi, je le dis mal, je l'ai écrit un peu moins mal, dans le rapport à la passivité, il y va de l'activité. La profondeur de Paché tient à la ténacité avec laquelle il n'élude jamais cette question, ni sur le plan moral, ni sur le plan politique, conjoint chez lui dans la notion très présente de résistance. Son stoïcisme consiste, transaction pronominale sophistiquée, à supposer entre le pronom personnel sujet de l'action et le pronom réfléchi un lien d'identité et de différence. Une analyse ici importante devrait être, enfin a été contactée à la notion de s'endormir. Qui s'endort quand je m'endors ? Si l'on veut accepter la distinction d'un stoïcisme des tragédiens et d'un stoïcisme des poètes, alors le stoïcisme de Paché est proche du stoïcisme des poètes. Baudelaire, Auden, Michaud, De Guy, Mouchard aussi, qu'il aime commenter, glissent parmi les blessures pour se glisser dans leurs blessures sans appuyer. Ils font tous de la morsure l'événement pur dont ils considèrent, comme Paché, la surface. Ces poètes veulent vivre cette morsure comme la leur, comme elle vient. Le stoïcisme d'Auden, le stoïcisme de Paul Agoras, le héros de Michaud qui n'a pas pu se désattrister, et avoue, la sagesse n'est pas venue, sa parole s'étrangle davantage, mais la sagesse n'est pas venue. Le stoïcisme de Paché, l'impératif moral stoïcien, n'aura cessé d'accompagner sa lecture des poètes. Dans un article éblouissant et émouvant, Électre parle aux morts, Paché se tourne vers nous, aujourd'hui, qui parlons de lui. Comment parler aux morts ? Peut-on même leur parler sans tomber hors de la parole, sans déraisonner, comme lorsqu'on parle de la parole, comme lorsqu'on parle tout seul, Penser à eux, à leur chagrin d'être morts, au froid qu'ils ressentent. Est-ce autre chose qu'une absurdité dont il faut se guérir ? Cette question, il la retrouve devant sa mère et face à son père. Il montre dans ce texte éblouissant la force et la folie d'Électre, sa fidélité, son obéissance à un impératif qu'elle se donne et qu'elle tient d'elle et d'elle seule. Il l'admire, et on admire avec lui son admiration pour une jeune fille opiniâtre, têtue, butée. Oui, dit-il, les rites ont disparu, oui, on ne peut plus créer de rites nouveaux. Peut-être ce qui nous réunit ici aujourd'hui ressemble-t-il, au-delà de l'académie, à ces rites de parole par lesquels nous parlons aux morts. Je crois qu'il aurait moins bougonné que souri, en sachant que si nous parlons dans la même pièce, nous nous parlons aujourd'hui grâce à lui entre vivants,
manière, j'espère, d'être fidèle à son impératif.